Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro des infos dont on parle peu. Avec la vidéo d'intro d'il y a 2 semaines, je croyais qu'on avait atteint le fond, mais apparemment on peut encore creuser. Donc là je m'adresse aux responsables des chaînes, donc JP Morgan et Bouygues pour TF1, Bertelsmann pour M6. Bon les gars, il va falloir prendre des bonnes résolutions pour 2013, on peut faire mieux que ça. Les gens sont prêts et ils attendent des courses-poursuites avec des hélicoptères en direct. Ils attendent des morts et des suicides. Allez, un petit effort s'il vous plaît. Bon, en tout cas, cette vidéo, elle peut largement entrer dans le zapping dont je vous ai parlé il y a 15 jours. Et à ce propos, je vous rappelle l'adresse email. C'est lepire-de-la-tv@yahoo.fr. Donc envoyez-moi vos vidéos, des vidéos de politiques qui mentent, des vidéos de politiques qui disent noir un jour, blanc le lendemain. Soyez créatifs, faites des montages, envoyez-moi des vidéos, j'en veux plus que ça. On va passer au sommaire pour ce numéro. On va parler de Gaza et d'Israël, d'international, d'économie, de santé, d'environnement. Allez, attachez vos ceintures et on y va. On commence donc avec le conflit israélo-palestinien, en parlant du bilan après une semaine de violence. Côté palestinien, on compte 163 morts. Le nombre de civils tués s'élève à 71. On compte 26 enfants morts. Et les bombardements ont fait également 1235 blessés. Côté israélien, les roquettes tirées par le Hamas en direction du sud du territoire d'Israël ont fait 6 morts, dont 4 civils. Et on compte au moins 280 Israéliens blessés, soldats et civils confondus. Et enfin, mercredi 21 novembre, un attentat perpétré dans un bus de Tel Aviv a fait au moins 17 blessés, dont 3 grièvement. En Cisjordanie, au moins 55 Palestiniens ont été arrêtés pour activités terroristes et 70 personnes ont été blessées dans des heurts à Hébron et Ramallah. Voilà pour le bilan. Alors maintenant, parlons un petit peu de ce conflit. Alors qu'Israël nous présente cette opération comme une réponse au tir de missiles depuis Gaza par le Hamas, un groupe terroriste. Donc plusieurs choses à dire sur le sujet. Premier point sur le fait que le Hamas soit un groupe terroriste, ne perdons pas de vue qu'Israël finance et arme un groupe iranien qui était classé comme terroriste, le MEK, pour tuer les scientifiques nucléaires iraniens. Alors, comme par magie, ce groupe a été supprimé de la liste des groupes terroristes du jour au lendemain par les Américains. Ce qui est assez bizarre, non? Deuxième point, ne perdons pas de vue que les Gazaouites répondent au terrorisme israélien qui mène une guerre psychologique en Palestine. Je vous laisse voir la vidéo d'Abby Martin sur Russia Today. Et enfin, dernier point, je vous lis un passage d'un article du site internet mondialisation.ca sur les causes de l'attaque israélienne. Je cite: « Certains naïfs pourraient croire que l'agression israélienne en cours contre Gaza avec un armement US financé directement ou indirectement par de l'argent arabe est une réaction au lancement d'une roquette ayant visé une cible militaire en Israël suite à une énième provocation dans un contexte de blocus qui dure depuis 5 ans en violation du droit international et humanitaire. Les véritables raisons de cette opération israélienne portant le nom symbolique de pilier de défense résident dans le fait que le front d'attaque contre les Arabes et les musulmans, tirant profit des systèmes dépendants et inféodés, en a eu besoin pour avancer dans son projet de liquidation de l'axe de la résistance, et donc le projet de liquidation de la cause palestinienne voulu par Israël et ses bailleurs de fonds. Le reste de l'article est à lire sur le site internet de mondialisation.ca. Donc durant ce conflit, Israël a pris pour cible l'immeuble qui abritait les médias, dont les chaînes de Russia Today et d'autres chaînes, dont la chaîne aussi française France 24, qui n'en a pas dit un mot. On compte 8 blessés parmi les journalistes, dont un ayant perdu sa jambe. Ce qui est quand même assez triste, c'est que le lendemain de l'arrêt des violences, le 22 novembre, le président Obama a donné tout son soutien à Israël et a déclaré vouloir financer la DCA israélienne. Le prix Nobel de la paix 2009 n'est qu'une marionnette. Des lauréats à ce même prix Nobel ont eux appelé à boycotter militairement Israël. On passe aux infos internationales, mais on va continuer avec Israël, puisqu'on apprend qu'une unité israélienne composée de 11 soldats a franchi le mardi 27 novembre la barrière de barbelés qui sépare le Liban d'Israël, au niveau du fleuve Ouazani.
avançant de plusieurs kilomètres en territoire revendiqué par Beyrouth. C'est ce qu'a rapporté l'Agence nationale d'information. L'armée libanaise et la force intermédiaire des Nations Unies au Liban, la FINUL, ont été mis en état d'alerte. On continue avec le Moyen-Orient et avec l'Iran, puisque le 16 novembre, l'Agence internationale de l'énergie atomique a envoyé son dernier rapport sur l'état d'avancement du programme nucléaire clandestin iranien. Ce document confidentiel prouve pour la première fois que les sanctions européennes instaurées en juillet dernier sont pour l'instant sans effet sur la course iranienne à l'armement. Toujours au Moyen-Orient, le 9 novembre, 2 avions de chasse iraniens ont tiré sur un drone américain au-dessus du golfe Persique. Les États-Unis parlent d'une agression injustifiée. Selon le Pentagone, le drone n'aurait en aucun cas violé l'espace aérien iranien. Bah oui, ce drone, il faisait quoi? Il prenait juste quelques photos. C'est juste pour préparer une randonnée pédestre en Iran. Vraiment, on nous prend vraiment pour des crétins. Pour terminer avec le Moyen-Orient, on parle aussi du Bahreïn, puisque le 5 novembre dernier, 5 bombes artisanales ont explosé à Manama, la capitale du Bahreïn, tuant 3 personnes. C'est ce qu'a rapporté l'agence de presse officielle, qualifiant les explosions d'attaques terroristes. On continue en parlant un petit peu des États-Unis. Alors tout d'abord en disant que en mai dernier, l'équipe de Nicolas Sarkozy a été victime d'une opération d'espionnage informatique hyper sophistiquée sur l'Élysée, et les sources concordent, le coup vient de l'ami américain. Ça, c'est une révélation sur une attaque qui s'inscrit dans une bataille planétaire. On continue avec les États-Unis et avec le nombre de suicides dans l'armée américaine, puisque à 6 semaines de la fin de l'année, on a déjà battu le record de l'année dernière, à savoir 165 morts l'année dernière. On en compte déjà 168 cette année, ce qui constitue les pires chiffres depuis 2001. Toujours aux États-Unis, le département d'État américain a annoncé l'annulation de la conférence sur un Moyen-Orient dénucléarisé. Cette rencontre qui avait été prévue en décembre à Helsinki n'aura pas lieu, en raison, officiellement, de la situation actuelle dans la région et de l'absence du consensus entre les pays concernés. En fait, l'information que j'avais donnée au dernier numéro, c'est tout simplement qu'Israël refuse de participer à cette conférence. Un petit mot sur l'Afrique, même si le continent mériterait pratiquement un numéro pour lui tout seul, tant il se passe de choses au Congo, au Soudan, en Égypte, etc., un petit peu partout. D'ailleurs, je promets de faire un petit effort pour le prochain numéro là-dessus. En attendant, voici une information du Soudan où des bombardements de l'aviation soudanaise dans le nord du Sud-Soudan ont fait 7 morts et plus d'une dizaine de blessés le 20 novembre dernier. C'est ce qu'a déclaré un responsable militaire du Sud-Soudan. Le Sud-Soudan s'est séparé du Soudan en juillet 2011 après un référendum qui a permis de mettre un terme à un des conflits les plus violents de la région. Mais par contre, les deux pays se disputent toujours les régions pétrolières, bien sûr. En Amérique du Sud, Hugo Chavez, qui vient d'être réélu à la tête du Venezuela, il a sollicité l'autorisation de l'Assemblée nationale pour se rendre à la Havane afin de suivre un traitement médical. Hugo Chavez, qui avait déclaré à plusieurs reprises qu'il était guéri de son cancer pour obtenir un nouveau mandat de 6 ans à la tête du pays, mais aujourd'hui il est reparti à la Havane où il suit des traitements et il bénéficie d'un secret absolu. Retour en Europe, et on va parler de l'Espagne d'abord, avec une chômeuse espagnole qui vend ses organes pour se loger. Donc cette femme de 44 ans a expliqué au journal espagnol El Mundo qu'elle était prête à vendre un rein, une cornée, un poumon pour se payer un logement. Toujours en Espagne, où les manifestations continuent, ce sont maintenant des dizaines de milliers de professionnels de la santé qui portent leur blouse blanche et qui ont manifesté à Madrid. En Italie, ce sont des centaines de maires de toutes les origines politiques qui ont défilé dans les rues de Milan ces derniers jours. Donc les manifestations continuent un peu partout en Europe. Et enfin, pour terminer avec ces infos internationales, une info un peu plus légère, puisqu'on apprend que Benetton expérimente les caméras dans les mannequins de ses vitrines. À l'origine, cette technologie est utilisée dans les aéroports par la police. La vidéo prise par les mannequins est transmise à un logiciel de reconnaissance faciale afin de déterminer le sexe, l'âge ou l'origine ethnique des clients qui s'arrêteraient devant les vitrines d'un magasin. L'objectif est de pouvoir adapter l'offre de leur vitrine pour augmenter leurs ventes. On passe à l'économie maintenant, où je n'ai que des bonnes nouvelles à vous donner. Alors on commence avec les États-Unis, où c'est la reprise économique, si on écoute les pingouins de BFM. Pourtant, chez NBC Universal, on s'apprête à virer 500 personnes. L'Europe, qui n'a pas un sou et qui ne s'est pas mis d'accord sur l'adoption du budget pour les prochaines années, a quand même approuvé un programme d'aide financière de 5 milliards d'euros à l'Égypte.
dont l'économie s'est sérieusement détériorée depuis la chute d'Hosni Moubarak à la suite d'un soulèvement populaire en 2011. Vendez votre or qu'on vous dit, ça ne vaut plus rien, et pourtant la Chine a investi dans les compagnies minières et a importé cette année 458,6 tonnes d'or, soit 4 fois plus que l'année passée. Et il n'y a pas que la Chine qui s'intéresse à l'or, puisque John Paulson et George Soros, eux, ont changé leur stratégie et achètent de l'or en masse. Réjouissez-vous, Renault va construire une voiture à 5000 euros. Mais bon, ce n'est pas pour nous, désolé. Renault doit annoncer en début d'année prochaine la commercialisation fin 2014 d'un modèle à bas coût, vendu autour des 5000 euros et produit à Chennai, en Inde, selon une source industrielle. Ce modèle développé avec son partenaire japonais Nissan ne devrait pas a priori arriver en Europe, les coûts logistiques étant jugés trop importants, et il n'est pas non plus prévu à ce stade de le construire en Roumanie ou au Maroc. Je ne sais pas si c'est pas la première fois où un constructeur automobile français produit une voiture qui ne sera jamais commercialisée en France. Plus de 300 000 salariés étrangers low cost en France. Selon une note confidentielle du ministre du Travail, le nombre des ouvriers low cost venus travailler dans l'Hexagone n'a fait que grossir. Il a plus que triplé depuis 2006 pour atteindre officiellement quelques 110 000 salariés en 2010. Ce document estime même qu'il serait de 220 000 à 330 000 en fait. Des effectifs qui auraient encore augmenté de 15% l'an dernier. Motif, absence de main-d'œuvre française dans certains secteurs, malgré un fort taux de chômage et des prix attractifs dans un contexte de contraintes financières de plus en plus lourdes. Les États-Unis ont porté plainte contre une filiale du fonds spéculatif SAC Capital, accusant l'un de ses conseillers d'être à l'origine du plus gros délit d'initié jamais connu aux États-Unis et d'avoir généré 276 millions de dollars de bénéfices illicites. Selon la plainte, les opérations boursières réalisées en bénéficiant d'informations confidentielles négatives sur des essais cliniques d'un traitement contre la maladie d'Alzheimer, avant leur diffusion officielle le 29 juillet 2008, ont permis de générer des bénéfices illicites et d'éviter des pertes boursières qui totalisent 276 millions de dollars. En 2014, la France ne fabriquera plus, ou presque, de lave-linge, contrairement à ses voisins italiens, allemands ou encore espagnols. D'ici à 2 ans, Electrolux devra fermer son usine ardennaise de Revin et transférer la production en Pologne, faisant suite à une longue série de délocalisations, de Whirlpool à Amiens en 2002, à Fagorbrandt à Lyon en 2010, le résultat d'un problème de coût de production, d'absence d'innovation, mais aussi de manque d'adaptation à l'évolution du marché. Voilà, ça c'est du pipeau, hein. Tout ce qu'on veut c'est délocaliser dans un pays où les coûts de production seront moindres. Citigroup a annoncé la fermeture de la moitié de son réseau d'agences en Grèce, où la crise de la dette a fortement restreint l'activité des banques de dépôt. Citigroup, la dernière grande banque internationale ayant une présence sur tout le territoire grec, va fermer toutes ses agences en dehors d'Athènes et de Thessalonique, soit 16 agences sur 37. Cette mesure entraînera la perte de 170 emplois, près du 10e de l'effectif de la banque américaine en Grèce. L'Union européenne montre ses crocs. Au nom de la défense du marché unique, la Commission européenne a décidé de relever de 17,6 à 58,8% les droits de douane sur 55 articles de vaisselle en porcelaine et en faïence importés de Chine. Cette décision, saluée à Paris comme importante et courageuse par les ministres du commerce extérieur Nicole Bricq et du redressement productif Arnaud Montebourg, n'est évidemment pas présentée à Bruxelles comme un acte de courage mais comme une décision technique quasiment de routine. Goldman Sachs continue de placer ses pions en Europe. En effet, Mark Carney, ex-Goldman Sachs donc, a été nommé gouverneur de la Banque d'Angleterre. Le budget portugais d'une extrême rigueur. Le budget 2013 voté par le Parlement portugais prévoit une hausse généralisée des impôts sur le revenu avec un taux de 14,5% pour les plus faibles et de 48% pour les plus élevés. Toutes les tranches d'imposition, dont le nombre a été ramené de 8 à 5, subiront une surtaxe de 3,5%, tandis que les allocations chômage et maladie seront réduites respectivement de 5% et de 6%. D'une rigueur sans précédent, ce budget, qui devrait permettre des économies de 5,3 milliards d'euros, financé à plus de 80% par les hausses d'impôts, a donné lieu à de vives critiques et à de nombreuses manifestations, dont l'une à l'issue d'une grève générale le 14 novembre dernier, qui a dégénéré en violence inhabituelle au Portugal. Un rapport de l'Institut international d'études sociales, le département de la recherche de l'OIT, l'OIT c'est l'Organisation internationale du travail, affirme qu'un changement de cap politique concerté est nécessaire pour mettre un terme à la grave crise en matière d'emploi à laquelle la zone euro doit faire face.
Dans la zone euro, le chômage pourra atteindre près de 22 millions au cours des 4 prochaines années contre 17,4 millions actuellement si les politiques ne changent pas de cap de manière concertée. C'est ce qu'indique l'OIT dans son rapport intitulé La crise de l'emploi dans la zone euro, tendances et réponses politiques. Les banques espagnoles ont franchi le 28 novembre dernier une étape décisive pour leur restructuration avec le feu vert de Bruxelles qui permettra le prochain versement d'une aide financière. Mais ce processus est coûteux en emplois, comme le montre l'exemple de Bankia, où 6 000 emplois vont être supprimés dans les 2 ans à venir, soit près de 30% de ses effectifs. Le plan de restructuration approuvé par la Commission européenne concerne 3 autres banques espagnoles. Les 4 établissements vont ainsi pouvoir recevoir 37 milliards d'euros d'aide de l'Union européenne. Et pour terminer le chapitre économique, voilà 200 jours que Bruno Boulefcade campe devant la Société Générale à Lons-le-Saunier. Je vous propose que nous allions le soutenir le vendredi 7 décembre prochain. Je serai là-bas vers 14 h et nous ferons une interview. Je vous attends en nombre pour soutenir Bruno dans son combat. Je répète la date, vendredi 7 décembre à 14 h. On va parler de santé et de vaccins en particulier, avec 2 informations. La première, c'est que l'ajout d'aluminium dans les vaccins continue d'inquiéter. Cette technique utilisée depuis des années, qui consiste à ajouter de très petites doses d'aluminium dans les vaccins pour stimuler la réaction immunitaire, inquiète. Les études expérimentales ont montré qu'une partie de l'aluminium injecté dans le muscle circule dans l'organisme et est capable de gagner en faible quantité le système nerveux central où il va s'accumuler. C'est ce qu'a indiqué le professeur Romain Gherardi, un spécialiste des maladies neuromusculaires à l'hôpital Henri Mondor de Créteil. Les symptômes étudiés chez 585 adultes apparaissent en moyenne 11 mois après le vaccin, selon le professeur, et il estime qu'il pourrait toucher jusqu'à 5% de la population, alors même que le nombre de vaccins recommandés ne cesse d'augmenter, avec près de 200 vaccins en développement actuellement. Autre information à propos des vaccins, pour la première fois dans l'histoire de la vaccination, on a découvert un mécanisme biologique qui explique un grave effet secondaire du Gardasil. Une étude récente, publiée en novembre 2012 dans le journal Pharmaceutical Regulatory Affairs, révèle l'évidence que les composants viraux du vaccin Gardasil contre les papillomavirus peuvent pénétrer la barrière du cerveau et déclencher une vasculite cérébrale, forme rare et sévère d'inflammation du cerveau qui peut mener à de graves désordres auto-immunes et même à la mort. On continue avec un reportage scandaleux qu'il faut absolument avoir vu et faire voir au plus grand nombre possible. Ce reportage s'intitule Diesel, le scandale français, et il nous apprend comment les lobbies ont manipulé nos politiques pour imposer le tout diesel dont ils savaient très bien, quand je dis on, c'est les lobbyistes et les politiques, ils savaient très bien que le diesel était toxique et cancérigène pour l'homme depuis les années 80. Le diesel a d'ailleurs été banni très tôt au Japon par exemple, et dans différents États aux États-Unis. C'est un vrai scandale qui va faire monter les statistiques du cancer dans notre pays dans les années à venir. On continue avec les lobbies et on peut parler du lobby pharmaceutique avec cet article sur le rapprochement entre nos politiques et les professionnels du médicament. En 2010, en France, la prise de conscience de l'ampleur et des causes du désastre Mediator avait permis au ministre de la Santé de conduire une politique de santé plus indépendante des politiques industrielles. Le collectif Europe et Médicaments constate que le gouvernement actuel semble renoncer à conserver cette distance et céder à ceux qui veulent enterrer au plus vite le désastre Mediator, avec tout ce qu'il a révélé en termes de dysfonctionnement, notamment la grande collusion des experts et des autorités sanitaires avec les firmes pharmaceutiques. On arrive au mois de décembre, et qui dit décembre dit calendrier de l'Avent. Mais attention, parce qu'on a trouvé du pétrole cancérigène dans les chocolats des calendriers de l'Avent. C'est complètement hallucinant. C'est une organisation de consommateurs allemande, je ne veux même pas essayer de prononcer le nom, qui donne l'alerte. Les chocolats des calendriers de l'Avent peuvent contenir des résidus toxiques. L'organisation de consommateurs a trouvé dans 24 calendriers de l'Avent pour les enfants certains résidus de substances cancérigènes. Des noms bien connus sont sur la liste rouge. Confiserie Hellmann, Arco, Rigelen The Simpson, le lait au chocolat Feodora Haute-Fine, Smarties, H. Lavent Beautiful Christmas, Friedel Lavent et le calendrier Lindt. Et pour terminer avec la santé, je veux revenir sur une info qui date d'août dernier et que j'avais manqué. C'est une équipe de chercheurs qui étudiait pourquoi les cellules cancéreuses sont tellement résistantes qui a accidentellement trébuché sur une découverte beaucoup plus importante. En effectuant leurs recherches, l'équipe a découvert que la chimiothérapie en réalité endommage fortement les cellules saines, puis libère une protéine qui soutient et stimule la croissance tumorale. Cela rend ensuite la tumeur hautement résistante à tout traitement futur. Cette étude a été reprise dans le journal Natural Medicine.
On attaque maintenant l'environnement avec les éoliennes à Londres. Le London Array, c'est un parc éolien en mer en construction au large de l'estuaire de la Tamise, devrait compter 175 éoliennes capables d'alimenter chacune plus de 2500 foyers. Alignées en rangée sur une centaine de kilomètres carrés dans l'estuaire de la Tamise, elles seront activées par le vent du sud-ouest qui souffle avec force et constance pour générer 600 MW d'électricité, autant qu'une centrale classique. Ce chantier d'un type nouveau, qui s'élève à 2 milliards d'euros, marque le passage de l'éolien offshore à l'ère industrielle. Incendie sur une plateforme pétrolière dans le golfe du Mexique. Décidément, les hommes ne retiennent jamais aucune leçon. La plateforme, exploitée par la compagnie Black Elk Energy, est située au large de la Louisiane et elle a pris feu le vendredi 16 novembre au matin. L'accident ayant déclenché l'incendie a fait au moins 3 morts selon les chaînes de télévision locales. On n'a par contre aucune information sur la possible pollution d'hydrocarbures. Des scientifiques envisagent de manipuler le climat. Lors de la conférence sur les technologies émergentes du MIT, le professeur David Case détaille le raisonnement qui l'a amené à envisager une solution radicale pour stopper le réchauffement climatique, à savoir la géo-ingénierie. Je cite, « Les rejets du CO2 dans l'atmosphère ne font que croître. Nous avons besoin d'un plan B. » Son idée, intervenir directement sur le climat en introduisant du dioxyde de soufre dans la haute atmosphère afin d'imiter l'effet connu des grandes explosions volcaniques. Elles refroidissent la planète en réfléchissant une partie des rayonnements solaires. Un article intéressant, puisqu'il n'y a pas si longtemps était avancée l'idée de la construction d'une installation solaire géante dans le désert saharien. Projet qui très vite se heurte au problème du nettoyage avec l'eau, puisque dans le désert, difficile d'avoir cette eau. Eh bien, un chercheur a mis au point une solution pour nettoyer les panneaux solaires. Un nettoyage par balayage à sec, qui se déclenche une fois par jour. Alors qu'est-ce qu'on attend maintenant pour réaliser ce projet? Les gaz de schiste maintenant, les lobbies poussent et poussent encore pour que la France revienne sur sa position sur le gaz de schiste. Et ils y arriveront. Déjà, les eurodéputés se penchent sur le dossier. Je cite, « La technique de la fracturation hydraulique, qui consiste à injecter un fluide sous pression dans le sol pour en extraire le gaz prisonnier, devrait être strictement interdite dans certaines zones sensibles et vulnérables, comme par exemple dans les sous-zones désignées de protection d'eau potable, ont souligné les députés. Ils ont toutefois rejeté l'amendement déposé par le Parti vert européen qui réclamait l'interdiction générale de cette technique. Justement, à propos des cours d'eau, plus de la moitié des cours d'eau, des lacs et autres étendues d'eau en Europe ont un mauvais statut écologique, souligne un rapport, ce qui signifie qu'ils sont encore affectés par la pollution ou des modifications physiques perturbatrices pour les écosystèmes. Les cours d'eau sont en cours d'amélioration, mais très lentement. De nombreuses étendues d'eau au niveau européen restent polluées par des nutriments excessifs provenant principalement de fertilisants, d'après ce rapport, et lorsque les fertilisants s'infiltrent dans une étendue d'eau, ils peuvent créer une eutrophication. C'est un processus caractérisé par une croissance accrue des plantes et par des invasions d'algues nocives, par une diminution de taux d'oxygène et par une disparition de la biodiversité dans les fonds. Une fuite radioactive à l'hôpital de Villejuif. 14 000 litres de produits radioactifs ont été déversés accidentellement dans les égouts à l'Institut Gustave Roussy de Villejuif dans le Val-de-Marne, a révélé Le Parisien. Le SIAP, syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne, a fait des prélèvements qui n'ont pas révélé d'impact. C'est ce qu'a assuré l'autorité de sûreté nucléaire au journal Le Parisien. Le liquide radioactif en question serait constitué d'urine de patients traités en radiothérapie dans cet établissement spécialisé dans la lutte contre le cancer. Et pour terminer, la Suède se présente comme le leader mondial du recyclage d'ordures. Le pays recycle tant qu'il manque de déchets pour alimenter les usines d'incinération qui produisent 20% de la chaleur et de l'électricité pour 250 000 foyers. Pour pouvoir combler ce manque, la Suède se retrouve contrainte à importer des déchets des pays étrangers. On compte à présent 800 000 tonnes d'ordures importées dans chaque pays, notamment de Norvège. Bah écoutez, si en Suède vous avez besoin d'ordures, on en a un certain nombre en France dont on veut volontiers se débarrasser. Je ne citerai aucun nom, ils se reconnaîtront. Voilà, c'est terminé pour ces informations. Je vous rappelle que tous les liens des informations traitées dans cette vidéo sont à retrouver sur mon site internet info-lib.fr. Je vous rappelle également que je mets mes informations quasiment en temps réel sur mon Facebook Info Libre TV. Donc venez visiter mon Facebook et mon site internet. Rendez-vous dans 15 jours, restez bien informés. Je compte sur vous pour venir soutenir Bruno Boulevcade le 8 décembre prochain après-midi. On va se bouger les fesses. Allez, venez. Ciao, à bientôt dans 15 jours pour la dernière de l'année. Bye bye.